semaine et dernière semaine de HandiAchat. Je vais peut-être commencer par me présenter. Je suis Joseph Ramos, je dirige Handeco depuis sa création et je fais partie de la team HandiAchat. L'intitulé de cette table ronde aujourd'hui, recruter des personnes en situation de handicap, un enjeu amplifié par la mise en œuvre de la nouvelle réglementation 2020, point d'interrogation. J'allais récemment sur le site de HR Voice, qui est une organisation qui s'adresse au RH, un article publié en avril 2017. C'est pas très neuf, mais vous verrez que c'est pas très vieux non plus. Selon la dernière enquête annuelle de Manpower Group, 29% des chefs d'entreprise français éprouvent des difficultés à trouver les compétences qu'ils recherchent. Plus globalement, au niveau mondial, 38% des employeurs sont confrontés à la pénurie de talents. Et si le recrutement 2.0 avait desservi à leur cause, du chauffeur à l'ingénieur, du service à domicile à l'industrie, la problématique touche tous les corps de métier et tous les secteurs d'activité. Et pourquoi même les meilleurs chasseurs de tête n'arrivent-ils plus à trouver le mouton à 5 pattes? Nous étions là sur du recrutement ouvert à toutes et à tous. Si je vais me recentrer sur le recrutement de travailleurs handicapés. Recruter des talents handicapés est-il un vrai casse-tête? Recruter des talents handicapés est-il un vrai chemin de croix? Recruter des talents handicapés est-il le parcours du combattant et la hantise des missions handicap? La nouvelle réglementation va-t-elle booster les entreprises pour faire mieux et pour faire plus? Aujourd'hui, pour nous accompagner, j'ai le plaisir d'accueillir 4 invités, une entreprise et 3 apporteurs de solutions. Christine Blanc-Michelan, responsable diversité à Enedis. Rania Igleblalen, j'espère ne pas écorcher votre nom de famille, responsable du pôle recrutement à l'entreprise adaptée Acticea. Jean-Michel Guiteni, qui devrait nous rejoindre, directeur territorial à Cap Intérim France. Redouane Benani, directeur des partenariats et des relations employeurs. Redouane, nous connaissons très bien puisque nous organisons et nous sommes, entre guillemets, les inventeurs de HandiAchat tous les deux, donc ne le cachons pas à nos auditeurs. Nous allons dans un premier temps procéder à un tour de table des intervenants. Alors, je vous demande à tous les 4, j'espère que Jean-Michel va nous rejoindre, de vous présenter et de présenter brièvement votre organisation. Honneur aux dames, Christine Blanc-Michelan, je vous propose de démarrer cette présentation très synthétique et très brève, s'il vous plaît. D'accord, message reçu. Donc, Christine Blanc-Michelan, je suis responsable de la diversité d'Enedis, qui est une entreprise de 38 000 salariés sur plus de 1000 sites en France pour vous apporter l'électricité jusqu'à votre compteur, désormais Linky, soit 1,3 million de kilomètres de lignes et de réseaux à entretenir, à développer, grâce à nos savoir-faire et à nos plus de 100 métiers. Voilà. Merci beaucoup, Christine Blanc-Michelan. Je propose à Rania Igleblalen de se présenter à son tour. C'est notre entreprise adaptée du tour de table de ce jour. Oui, alors pareil, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je vais essayer d'être très brève, c'est pas gagné. Donc, je suis Rania Igleblalen, je suis la responsable du pôle recrutement chez Acticea. Je suis en charge de la bonne gestion des campagnes de recrutement de nos clients, mais également de l'encadrement et de la montée en compétences de mes équipes. Acticea, alors je vous ai préparé un support, mais du coup, je ne sais pas si on a forcément le temps de le présenter. Rania, je pense que Jean-Pierre à la régie, va faire de la magie et va vous mettre en ligne juste votre fiche d'identité, mais vous pouvez continuer. Je peux continuer. Donc, oui. Acticea, c'est un cabinet de recrutement, enfin en tout cas spécialisé dans le recrutement de candidats en situation de handicap, qui a été créé en 2012 par 2 amis qui avaient la volonté de prouver que handicap et performance, ce sont 2 notions complètement conciliables. C'est une mission qu'on porte nous au quotidien. Alors déjà, notre présence en HandiAchat pour nous est très importante au sein de HandiAchat, mais on porte cette mission au quotidien parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, nous sommes une entreprise adaptée, ce qui signifie que 90% de nos collaborateurs sont en situation de handicap. Nos recruteurs sont en situation de handicap et recrutent eux-mêmes des candidats en situation de handicap. Ça nous apporte de la légitimité aussi bien auprès de nos candidats
une certaine proximité, mais aussi auprès de nos clients. En chiffres, Acticea, c'est 26 collaborateurs, dont 12 qui sont dédiés sur des missions de sourcing et de recrutement. C'est à peu près 90 campagnes de recrutement depuis le début de l'année, plus de 5000 candidats en situation de handicap qui ont été contactés. On n'est pas peu fiers de ces chiffres puisqu'on sait que cette année a été très compliquée pour nous tous. Et comme je vous le disais, nous sommes vraiment dédiés sur des campagnes. Alors sur le slide suivant, très rapidement, notre cœur de vraiment du recrutement. On travaille sur tout type de profil, sur tout type de contrat, du CDD, CDI, intérim, alternance, stage, mais pas que. On pourra y revenir, Rania Voilà. Balen. Merci de votre présentation et de vos chiffres clés. C'est toujours intéressant d'avoir une vision de l'entreprise qui s'adresse à nous. En attendant, Jean-Michel Guiteny n'est toujours pas arrivé. Jean-Michel Guiteny, donc on va demander à Redouane Benani de se présenter de la même façon. Je crois qu'il y a une slide. Pareil, Jean-Pierre, ça va vous demander d'être très réactif et très agile. Mais ça, c'est notre marque de fabrique. Redouane. Très bien. Normalement, j'ai partagé moi la slide. Ah, très bien, mais on ne la voit pas. Vous l'avez voyez pas encore. Non. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, il y a un fond noir, peut-être que ça va arriver. Je vais juste réessayer. Très bien. Et sinon, on va continuer. On va continuer. Donc, Groupe Talent Handicap est une entreprise qui a été créée en mars 2009. Donc, bientôt, on va fêter nos 12 ans. Donc, dans le 06, à côté de Nice. On est voisins d'ailleurs avec Acticea. Et vraiment, on a été créé pour innover au service de l'emploi et du handicap. On a une équipe aujourd'hui de 8 personnes, mais vraiment une équipe fortement engagée sur le sujet. Et voilà, on a plusieurs services. J'aurai l'occasion d'en parler après. Merci Redouane Benani de cette présentation. Jean-Pierre, à la régie, vous me prévenez quand Jean-Michel arrive? Bien entendu, tout à fait. Il a vraiment je pense que son ordinateur a dû se mettre à jour et comme tout le monde, quand ça se met à jour, ça ne prévient pas et c'est un peu énervant et agaçant. Juste du coup, avant une première question à Christine Blanc-Michelan. Juste une petite anecdote, Christine. Quand nous sommes rencontrés, je voulais faire remarquer. Vous parlez de chercheurs d'emploi quand d'aucuns parlent de demandeurs d'emploi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? J'avais jamais réfléchi à la question avant que vous m'en parliez. Pour moi, c'est mieux de chercher un emploi dans la perspective de le trouver plutôt que de le demander, qui me fait penser à quémander, comme si c'était… voilà, alors je sais pas, je préfère chercheur, clairement. C'est plus proactif. Voilà, on dit toujours chez nous que les salariés doivent être aussi acteurs de leur parcours professionnel, donc je préfère cette formule. Très bien, merci de cette précision, Christine Blanc-Michelan. Du coup, concernant les travailleurs handicapés, on parlera de chercheurs d'or, si vous m'y autorisez. Oui, alors, oui. Première question, est-ce réellement un vrai casse-tête pour vous ? Mais j'avais une question subalterne qui était de vous demander, est-ce que vos métiers à Enedis s'y prêtent ? Est-ce que nos métiers se prêtent au handicap? Oui, parce que le handicap n'existe pas. Il y a des personnes en situation de handicap, même à handicap similaire, la manière dont il a été pris en charge très rapidement, etc., change la donne. Donc voilà, il y a potentiellement de la place pour le handicap dès lors que la médecine du travail, bien sûr, déclare le handicap compatible avec l'emploi à pourvoir, ça va de soi. Voilà, c'est le médecin du travail qui pourra dire au final. Voilà. Et quels sont vos métiers à Enedis, par exemple? Est-ce que vous avez des grands métiers qu'on peut identifier facilement? Ah ben, nous, voilà, on a tout le métier qui tourne autour du réseau, c'est ce qu'on appelle le cœur de métier, tout ce qui permet de piloter le réseau, de l'entretenir,
l'entretenir, de le développer. Donc, beaucoup de techniques, beaucoup d'ingénierie chez nous, clairement. C'est vraiment la part belle à tous ces emplois, avec des techniciens qui ont des métiers souvent assez physiques, hein, quand il faut grimper au poteau, descendre dans ce qu'on appelle les fouilles pour voilà, quand les réseaux sont enterrés. Et puis bientôt, bien sûr, après, il y a tous les métiers d'appui, support qu'ont toutes les entreprises. Mais voilà, donc de l'ingénierie et des techniciens au service de l'acheminement de l'électricité. Et vous trouvez facilement à recruter des collaborateurs handicapés? Non, bien évidemment non. Vous avez aussi parlé tout à l'heure de chemin de croix, j'irai pas forcément jusque-là, mais casse-tête sûrement. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'on recrute essentiellement à partir du bac et au-dessus. On sait que les chercheurs d'emploi en situation de handicap ont souvent au mieux le bac et souvent moins. Donc, il y a un problème d'adéquation entre l'offre de profils et de compétences et les besoins de l'entreprise. C'est d'ailleurs pour ça que on a une politique d'alternance extrêmement développée, puisque ça prépare aussi les futurs embauchés à nos métiers qui sont assez spécifiques tout de même. Et donc, moi, j'ai pour habitude de dire que trouver les bons profils, ça relève plus de la chasse de tête pour moi que une campagne de recrutement lambda, clairement, puisque en plus on est une entreprise où il y a la garantie de l'emploi. Ça veut dire que si les personnes veulent bien faire une carrière complète chez nous, ils le peuvent. Ça sous-tend également qu'ils puissent évoluer au sein de l'entreprise, évoluer avec la technologie. Sur maintenant 43, peut-être un jour 45 ans, ça nécessite d'avoir une capacité d'apprentissage, une capacité d'adaptation de façon à pouvoir continuer à contribuer à la performance de l'entreprise sur plusieurs décennies. Peut-être avant de passer la parole à nos autres invités, vous parliez de politique d'alternance très développée. C'est quoi vos modes de recrutement à Enedis par rapport à la population dite de travailleurs ou de chercheurs d'emploi handicapés? Alors, il n'y a pas de recette miracle, hein, clairement. Donc, nous, on choisit plutôt d'actionner tous les leviers possibles. D'ailleurs, les évolutions législatives de la loi Pénicaud nous offrent de nouveaux dispositifs à travers les expérimentations sur le CDD tremplin et puis les EATT, les fameuses entreprises adaptées autorisées à faire du travail temporaire. Chez nous, aujourd'hui, les marchés cadres du groupe EDF pour l'intérim que nous utilisons aussi, prévoit des clauses avec une obligation de résultat pour les entreprises d'intérim, en tout cas classiques, ordinaires, qui doivent nous procurer à minima 3% sur la population d'intérim de personnes en situation de handicap sous peine de pénalité financière. On utilise aussi, bien sûr, les techniques comme les job boards, mais on a tendance peut-être à regarder, à être plus précautionneux sur ce domaine parce qu'il y a beaucoup d'offres, c'est souvent onéreux et c'est pas forcément… la difficulté dans le domaine, c'est de pouvoir mesurer le retour sur investissement. Et bien évidemment, on utilise aussi des cabinets spécialisés qui nous aident justement à sourcer les profils susceptibles de venir participer à notre activité. Merci de ces précisions, Christine Ban-Michelin. On se rend bien compte que c'est pas facile, la difficulté est pour vous très réelle et que vous essayez d'activer tous les dispositifs de l'alternance, le job board en passant aux nouvelles dispositions qui, à vous entendre, sont de vraies opportunités pour le recrutement de travailleurs handicapés. Les EATT, les CD tremplins, vous êtes juste à l'expérimentation ou vous avez déjà… On est juste à l'expérimentation déjà parce qu'il a fallu aussi que les entreprises adaptées et les agréments puis elles-mêmes se préparent à cela.
Et là, on est en train de négocier notre dernier accord handicap agréé. Et bien sûr, dans ce nouvel accord, on introduit aussi ces nouveaux dispositifs sur lesquels nous comptons évidemment pour l'avenir. Merci de cet éclairage, de ces explications et je reviendrai vers vous, Christine Van-Michelin. Donc, vous cherchez donc, des talents. Là, nous avons les meilleurs chasseurs de tête de la planète France et de la planète Handi-Achat. Jean-Michel, j'espère qu'il va nous rejoindre, Guy Tonic de Cap Intérim France, mais je vais peut-être commencer une première question. Alors, du coup, je vais essayer de ne pas être déstabilisé, hein, mais je vais peut-être commencer une première question à Rania. Rania, vous êtes... Alors, Rania, je vous rappelle que vous êtes Rania Igleblalen, hein, je ne me trompe pas dans l'orthographe de votre nom. Vous êtes, vous, entreprise adaptée. Oui. Vous êtes spécialisé. Alors, moi, j'avais une question, parce que c'est vrai que vous n'étiez pas forcément uniquement sur ce champ du recrutement, une prestation de recrutement de travailleurs handicapés, puisque c'est une prestation que vous développez depuis 2016. Oui. Par contre, je sais que vous êtes recentré et que vous êtes spécialisé sur cette activité dès 2020. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors oui, depuis 2016, nous avions alors à l'origine, Acticea ne faisait pas forcément du recrutement, et puis l'histoire a fait que à partir de 2016, effectivement, on a eu des demandes et on s'est professionnalisé. Et depuis l'année dernière, on a décidé de ne dédier nos forces vives que sur le recrutement. C'est vrai qu'on a de la demande, c'est vrai qu'on a des entreprises qui ont besoin d'être accompagnées, on a des entreprises qui ont besoin d'être formées, d'être sensibilisées. Et ça tombe plutôt bien parce que nous, c'est ce qu'on aime faire et on se sent vraiment très à l'aise sur le sujet. Donc, on a décidé vraiment de se dédier à cette activité plus que passionnante. Encore une fois, c'est une réelle volonté de la part d'Acticea de mettre en avant le fait que le handicap ne veut pas forcément dire incompétence, très loin de là. Oui, vous disiez tout à l'heure que votre légitimité, vous la tiriez aussi de vos collaborateurs qui sont des recruteurs qui sont eux-mêmes en situation de handicap. Oui. Quels sont, parce que j'imagine que les difficultés que rencontre Enedis, Acticea doit les rencontrer. Donc comment vous procédez, vous? Parce que si on fait appel à vous, c'est qu'il y a du service derrière. Nous sommes bien d'accord, et qu'il y a une prestation et qu'il y a de la satisfaction, parce que la prestation, pour continuer à développer une activité, il faut que l'activité donne des résultats. Comment vous procédez vous-même quand vous répondez à une entreprise qui vous sollicite pour recruter des travailleurs handicapés? Alors, nous, dans notre démarche, quand on a une sollicitation d'un client qui nous dit j'ai besoin d'accompagnement sur le recrutement d'un profil particulier, on fait déjà un bilan avec ce client. On est en capacité de vous dire si oui ou non on peut vous accompagner. L'idée, c'est vraiment d'être utile et de ne pas se lancer dans une prestation avec vous alors qu'on sait que ce sera compliqué de vous trouver le mouton à 5 pattes. Donc déjà, on fait un bilan avec notre client, on étudie les profils de poste qui peuvent nous être confiés. Il faut aussi étudier la maturité de l'entreprise. Vous avez des entreprises qui sont prêtes, que ce soit au niveau de la mission handicap, des services des RH ou des opérationnels. Il faut aussi qu'à chaque niveau, chacun soit prêt à accueillir des candidats en situation de handicap. Donc, il faut que tous les éléments soient là, soient présents pour qu'une campagne se passe correctement et que pour demain, on puisse s'engager à travailler avec un client. Vous venez nous voir, Joseph, pour nous dire « j'ai besoin d'un mouton à 5 pattes ». Moi, je suis en capacité de vous dire « ça va être très compliqué pour moi de vous accompagner ». Très bien. Oui, bien sûr. Ça dépend aussi de la flexibilité. Et alors, je rejoins Christine sur beaucoup de choses. Elle a été très pertinente sur beaucoup de sujets et je la rejoins complètement. Mais c'est vrai que ça demande de la part des entreprises qui viennent à nous peut-être un petit peu de remise en question et le maître mot aussi, c'est beaucoup de flexibilité. Merci beaucoup de ces précisions.
Rania, je reviendrai vers vous tout à l'heure pour voir un peu quel process vous avez développé et comment vous êtes organisé pour aller justement sourcer ces pépites que vous proposez à vos clients. Alors du coup, je vais m'adresser à Redouane Benani de Talent Handicap. Quel constat vous-même, Redouane, alors quel constat, je l'ai mis au pluriel, quel constat vous faites vous-même et quelles solutions proposez-vous? Parce que quand nous avons préparé ensemble cette table ronde, vous soulignez que autant les entreprises que les candidats eux-mêmes devaient être préparés. Et j'ai entendu cette question de la préparation des entreprises. Pour l'instant, je n'ai pas entendu la préparation des candidats. Du coup, j'aurais voulu avoir votre avis et voir comment vous travaillez et comment vous développez un certain nombre de solutions. Très bien, Joseph, merci. En fait, nous, ça fait un peu plus de 8 ans que nous organisons le forum Talent Handicap, donc un forum en ligne national qui vise à vraiment faciliter la mise en relation entre les employeurs et les candidats. Et du coup, on est un peu entre les deux. Donc, on a deux clients, on a les candidats d'un côté et les employeurs. Et on essaie vraiment d'être dans une amélioration continue, de comprendre qu'est-ce qui pose problème, parce que le constat effectivement c'est que c'est difficile, très difficile, parce que les employeurs ils participent à nos forums. On fait en sorte de les mettre en relation avec des candidats qui correspondent, d'ailleurs on essaie de faire une démarche très ciblée, mais c'est très compliqué. Et pourquoi c'est compliqué? Parce que donc déjà, recruter sans tenir compte du critère handicap, souvent c'est difficile parce que trouver des bons candidats, c'est pas facile. Et surtout quand on cherche des candidats diplômés, ce qui est le cas de la majorité de nos employeurs partenaires. Donc ces candidats diplômés, ça représente moins de 5%, donc pour donner un chiffre un peu rond, des candidats qui sont sur le marché. Donc du coup, on est sur un recrutement qui est 20 fois plus difficile. Donc 5%, pour arriver à 100%, c'est 20 fois plus. Donc pour nous, il faut, c'est pas parce que c'est difficile qu'il faut baisser les bras. Il faut quand même faire beaucoup d'efforts. Il faut faire beaucoup d'efforts. Moi, je pense qu'il ne faut pas raisonner ROI parce que si on raisonne ROI, on ne recrutera pas. Hein, c'est clairement, on n'est pas sur un recrutement classique. Et ça nécessite quand même une bonne préparation, aussi bien comme tu l'as dit, côté employeur que côté candidat. Il faut avoir un terrain favorable, hein, Rania l'a dit aussi. Donc il faut préparer le terrain. Comment préparer le terrain? C'est d'abord avoir une volonté et un fort engagement sur le sujet. Parce que les candidats, surtout diplômés, ils sont sélectifs aussi. Ils vont aller vers les entreprises qui ont une marque employeur forte sur le handicap, considèrent comme des employeurs handi accueillants. Et ça, il ne faut pas que ça soit juste une image. Il faut que ça soit vraiment une réalité. Et que même au niveau du management, de la direction générale, tout le monde partage cette volonté, ils mettent les moyens, parce que comme c'est difficile, il faut mettre les moyens, les ressources pour y arriver. Donc parmi les choses aussi, donc il faut sensibiliser, il faut beaucoup sensibiliser de manière, je dirais même permanente, pour montrer l'intérêt. Parce que le but, c'est pas juste de répondre à une obligation d'emploi. Le but, c'est vraiment de ne pas se priver de talents, d'apporter des choses qui vont être bénéfiques pour l'ensemble de l'entreprise. Donc, il y a vraiment beaucoup d'avantages à recruter dans la diversité de manière globale et de manière particulière, puisque ce sujet aujourd'hui, c'est sur le handicap. Il faut former, parce qu'on ne recrute pas de la même manière. Quand on recrute des candidats en situation de handicap, il faut quand même adapter sa façon de recruter. Moi, comme l'a dit Rania, il y a quand même des efforts qui doivent être faits, des remises en question, peut-être sur la rédaction des offres, dans la façon d'analyser des CV, façon de passer les entretiens, la flexibilité et l'ouverture aussi, c'est très important.
parce que peut-être que le candidat ne correspond pas à 100% au profil du poste. Des fois, il faut imaginer des solutions au niveau de l'organisation globale de l'équipe. Peut-être qu'il y a des choses qu'on peut enlever du poste qui peuvent être faites par d'autres personnes ou par d'autres solutions, puis compensées par d'autres tâches qu'on va ajouter aux collaborateurs et qu'il est en capacité de faire. Voilà. Puis après, les candidats aussi, on le voit, ils ont des préjugés également sur les employeurs. Il faut les préparer, il faut les accompagner. Il faut vraiment leur montrer que c'est le savoir-être qui est important, c'est la formation. Donc, on les encourage à se former, on les aide sur leur projet professionnel. Donc, l'accompagnement des candidats, parce que comme c'est une ressource qui est pénurique. Donc il faut montrer aux candidats qu'en se formant, ils vont pouvoir trouver un emploi, que c'est vraiment le principal levier. On a parlé d'alternance. L'alternance aussi, c'est un levier très important, surtout que quand on a un handicap, il n'y a pas de limite d'âge. Il y a des possibilités avec le contrat pro. Une entreprise peut recruter quelqu'un en contrat pro et le former en interne sans faire appel à un organisme de formation. Et du coup, elle l'a en entreprise 100% du temps. Elle le forme vraiment de manière pratique sur ses métiers. Voilà, donc préparer le terrain, c'est très très important pour derrière pouvoir recruter plus facilement. Je me permets d'intervenir, Monsieur Guitny. Joseph, il y a ton micro qui est désactivé. Il faut l'activer. Pardon, vous voyez, moi aussi, et pourtant je suis rompu à l'exercice, mais je me fais aussi avoir. Je dis merci Redouane de ces premières recettes, et on voit bien qu'on pense accompagner les entreprises, mais on voit bien qu'il y a accompagner les entreprises et il y a accompagner les candidats, ces chercheurs d'emploi, comme le soulignait Christine Ban-Michelin. Jean-Michel Guiteny nous a rejoint. Jean-Michel, on va vous faire un gymnastique parce que c'est vrai qu'on a déjà commencé et engagé la discussion. Je vous ai présenté tous les trois comme des chasseurs de tête. Alors pour vous, sorti du contexte, ça doit paraître un peu difficile à entendre. En tout cas, est-ce que vous pouvez vous présenter? Et après, je laisserai voir s'il y a des questions dans l'assistance. Mais dans un premier temps, Jean-Michel Guiteny, vous m'entendez bien? Je vous entends. Michel, est-ce que vous pouvez présenter Cap Intérim France, qui a la particularité d'avoir une activité unique qui est le recrutement de travailleurs handicapés, une prestation pour les entreprises, en étant vous-même une entreprise d'insertion? Oui, donc, on fait dans le solidaire chez vous? Complètement, dans le social et le solidaire et dans l'utilité sociale, je dirais même. Cap Intérim est une entreprise de travail temporaire d'insertion, comme vous l'avez dit, qui est spécialisée dans l'emploi des personnes en situation de handicap. On existe depuis 10 ans, enfin 11 ans maintenant aujourd'hui, et on a créé pas moins de 11 agences et bientôt 12 sur la région des Hauts-de-France et une en Île-de-France. On est parti, nous, d'un constat, c'est que, alors Cap Intérim est porté à un actionnaire unique, qui est une association qui, elle, gère des structures de travail protégées, donc entreprises adaptées et ESAT, et d'autres services annexes et connexes. Et en 2006, quand on travaille sur la jeunesse de Cap Intérim, en fait, on part d'un constat que des entreprises souhaitent intégrer des personnes en situation de handicap, mais d'abord des personnes porteuses de compétences. Et que les personnes qu'on mettait à disposition des entreprises adaptées et des ESAT n'étaient pas suffisantes en termes de nombre. Et puis en termes de compétences, on ne pouvait pas répondre à des besoins de compétences très spécifiques quand on travaille avec des gens sur la déficience mentale. Et donc on découvre sur un bassin d'emploi qui était la Picardie maritime, hein, donc la baie de Somme, pour la situer, que sur ce bassin d'emploi, deux petites agences pour l'emploi et plus de 550 personnes en recherche d'emploi, en situation de handicap et orienté en milieu ordinaire de travail. Et donc, germe dans notre tête comment on répond à ces deux besoins et comment on les fait se matcher. Et donc, on a travaillé sur le sujet et à l'époque, le monde du médico-social et le monde de l'insertion fonctionnaient un petit peu sur des rails un petit peu différents. Aujourd'hui, on est réunis sous la bannière de l'économie sociale et solidaire. Et donc, on a créé une ETTI spécifique travailleurs handicapés. Et fort des résultats qu'on a pu obtenir, tant dans le retour à l'emploi que la satisfaction de
des besoins des entreprises clientes. On a souhaité dupliquer sur les régions, enfin sur la région des Hauts-de-France et aujourd'hui en Île-de-France, notre savoir-faire. Et donc on est généraliste, on intervient dans tous les domaines d'activité. Alors on est un peu moins présent dans les domaines du bâtiment, mais on y est quand même un petit peu. Et aujourd'hui, on est en démarche pour répondre à ces besoins des entreprises en démarche qualité ISO 9001 version 2015. Et aussi, en prenant soin de nos publics, on est en démarche santé-sécurité au travail sur l'ISO 45000. L'année dernière, c'est 500 salariés à peu près qui sont passés par nos services. Et notre objet, c'est bien le retour à l'emploi de nos personnels, donc dans un laps de temps défini de 2 années. Et en 2019, on mesure un taux de retour à l'emploi de nos salariés accompagnés de 94%. Ce qui veut dire que je pense que les personnes sont d'abord, effectivement, comme j'écoute à l'instant, des porteuses de compétences et que nous ne sommes que des facilitateurs dans l'accompagnement des entreprises, mais aussi dans l'accompagnement de ces publics en recherche d'emploi, qu'on remet sur le chemin de l'emploi, qu'on accompagne, qu'on forme également, puisqu'on a un très gros budget axé sur la formation, et puis avec lesquels on travaille sur l'élimination des derniers freins du retour à l'emploi. Très bien, Jean-Michel Guiteny, en tout cas, merci de ces propos, c'est très clair. Non seulement vous avez cassé les préjugés, mais vous avez cassé les silos, puisque vous avez créé cette ETTI, et vous étiez peut-être un peu visionnaire, puisque aujourd'hui la réglementation, Christine Blanc-Michelon le rappelait, on peut créer des EATT. Donc vous êtes ETTI, EATT, au niveau des acronymes, ça va être compliqué de suivre le secteur du handicap demain. Est-ce qu'à ce moment des échanges, est-ce que quelqu'un veut intervenir, souhaite poser une question à nos invités? Je laisse 2 secondes. Est-ce que Christine Blanc-Michelon, vous voulez réagir, puisque vous découvrez 3 nouveaux chasseurs de tête, vous aviez l'habitude des Cap Emploi, vous aviez l'habitude de Pôle Emploi, vous avez aujourd'hui des entreprises d'insertion, des entreprises adaptées, des entreprises qui sont sur le digital en secteur de pointe sur le recrutement de travailleurs handicapés. Quelles sont vos premières réactions, s'il vous plaît? Moi, j'avais envie de poser une question à mes 3 interlocuteurs. 2 d'entre vous avaient évoqué la nécessité pour les entreprises de s'adapter, d'être plus flexibles, je suppose, dans leurs attentes. Et j'aurais aimé plus de précision. Qualifier pour vous cette flexibilité, ce que vous entendez exactement par là. Qui veut répondre à cette question? Je peux commencer. Je laisse Rania. On va laisser Jean-Michel un peu souffler, il arrive, il va réfléchir, mais j'en suis persuadé. Donc, Rania, est-ce que vous voulez répondre à Enedis? Oui, bien sûr. La flexibilité, on peut déjà parler de flexibilité à partir du moment où on aborde le niveau d'études. Alors, vous l'aviez déjà dit tout à l'heure, on sait que plus on avance dans les études et moins on a de candidats ou d'étudiants en situation de handicap. Je ne sais pas, mais en tout cas, ils se déclarent moins pour des raisons qui peuvent ensuite faire l'objet d'une autre discussion. Demain, on sait que si on nous demande des collaborateurs avec un bac+4, bac+5, on sait que ce sera compliqué à trouver. L'idée, c'est de se dire, est-ce que ce bac+4, bac+5 est vraiment nécessaire? Est-ce qu'on peut peut-être aller plutôt sur un bac+3, bac+2? Et à côté, essayer de trouver des compétences transposables qui font que ce fameux manque, entre guillemets, peut être comblé par une expérience professionnelle autre. On travaille aujourd'hui beaucoup dans le domaine de la banque et on s'aperçoit qu'avec les années, puisque ça fait plusieurs années qu'on travaille avec elle, au départ, on partait vraiment sur des diplômes bac+3 et finalement, on a réussi à plutôt aller sourcer des candidats bac+2 et ça fonctionne. On demande de la flexibilité aussi sur l'expérience professionnelle. Est-ce que c'est vraiment nécessaire aujourd'hui, et c'est les questions qu'il faut se poser avant même de diffuser une offre de poste, et si on souhaite recruter des candidats en situation de handicap sur ce poste-là, est-ce que les compétences qui sont notées sur le descriptif de poste, est-ce qu'elles sont vraiment indispensables? Il faut aussi se poser ces questions-là. Parce que si vous avez des compétences qui ne sont pas indispensables, il faut les isoler et se dire si demain j'ai un candidat en situation de handicap qui ne répond pas à ce critère, c'est pas grave.
on peut, et c'est ce que disait aussi Redouane tout à l'heure, on peut essayer de travailler sur l'offre, mais en tout cas d'intégrer ce candidat et l'intégrer dans les meilleures conditions possibles. Donc la flexibilité, c'est un petit peu tout. C'est de la flexibilité aussi sur l'aménagement de poste. Aujourd'hui, vous avez un bon candidat qui a peut-être un problème au niveau de l'audition. Alors, il faut être aussi flexible sur l'aménagement. Est-ce que vous êtes en capacité de pouvoir aménager son poste pour qu'il puisse prendre son poste dans les meilleures conditions? Rania Aigle-Planet, merci pour ces précisions. Alors, peut-être on va faire un retour à l'envoyeur et peut-être un retour à l'employeur. Enedis, est-ce que la rareté ne vous fait pas baisser votre niveau d'exigence? Ça peut arriver dans le passé. Aujourd'hui, je pense que ça n'arrive plus. D'ailleurs, les conséquences sont très lourdes, hein, quand il y a ce qu'on appelle parfois des erreurs de casting. Les conséquences sont très lourdes et pour le salarié et pour le collectif de travail et le management autour. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on est, nous, dans une période où on recrute moins qu'on a pu recruter dans les années 2010, c'était jusqu'à 2000 personnes par an quand même, hein. À une époque, aujourd'hui on est à 800 et croyez-moi, nos managers qui doivent être partout à la fois ne s'autoriseront pas à recruter à quelqu'un au motif qu'il est en situation de handicap. Ça, c'est trop lourd pour l'équipe, quoi. Et donc, je pense aussi, c'est pour ça, moi, j'entends tout et je partage, hein. On est capable de faire des choses et d'aller très, très loin en matière d'aménagement de poste. Malheureusement, dans les grosses entreprises, il y a des standards, il y a des règles, et c'est vrai que moi, je suis, y compris à Enedis, pour qu'on ouvre, que les managers ouvrent un peu plus leur chakra sur les profils recherchés. C'est pas toujours évident parce que les grosses structures mettent du temps à évoluer et en termes de la flexibilité, c'est pas toujours au rendez-vous. Mais aujourd'hui, je pense que le fait qu'on recrute d'abord des compétences et qu'on fait en sorte de compenser et d'aplanir tous les freins liés au handicap, oui, mais d'abord les compétences. Et je pense qu'aujourd'hui, le message est quand même bien passé. Très bien, avant de laisser la parole et de revenir avec Redouane Benani, Jean-Michel Guittegny, est-ce que vous partagez que les employeurs sont peut-être surévaluent, sont trop exigeants et demandent toujours le mouton à 5 pattes alors qu'il y a sûrement des choses à faire avec les personnes et ces chercheurs d'emploi qui ne pensent qu'à une chose, c'est travailler? Alors que les employeurs demandent à ce que les personnes handicapées soient surdimensionnées, je ne vais pas dire que ça n'arrive jamais, ça arrive, mais ce n'est pas la majorité des cas. Après, notre métier à nous, il est un petit peu différent de ce que disait Madame tout à l'heure, c'est que nous, on est dans l'intérim, donc on se doit de réagir dans l'instantané et qu'on est plutôt dans l'adaptation de la personne au poste que l'adaptation du poste à la personne, même si ça nous arrive, mais ça prend un peu plus de temps. Donc on a ou pas la personne en vivier, et si on ne l'a pas, ben on a ou pas le temps d'aller la chercher ou de la recruter ou de la former. C'est un vrai travail de partenariat, parce que nos entreprises clientes, c'est des partenaires. On a effectivement un nombre d'entreprises assez conséquent qui ont une obligation d'emploi, et puis on travaille aussi avec des grands groupes. Aujourd'hui, on est référencé sous accord cadre, y compris dans le secteur de la banque avec qui on va démarrer là, mais on est vraiment là-dedans, c'est bien connaître le poste en environnement, s'il y a des adaptations nécessaires, qu'elles soient adaptations de poste et physiques et organisationnelles également, parce que ce n'est pas qu'un appareil auditif ou un téléphone adapté, c'est aussi peut-être prévoir des bosses spécifiques pour une personne qui serait insulinodépendante ou quelque chose comme ça. Et c'est du travail de proximité, de partenariat. On peut pas faire... On a besoin des autres, que ce soit du sourcing, parce qu'on source aussi auprès des partenaires de l'emploi et du service public, mais on a aussi besoin d'entreprises, et ça doit être un dialogue complet et complémentaire. Merci Jean-Michel Guittegny. Redouane Benani, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Oui, c'est juste toujours pour répondre à Madame Christine Blanc-Michelan par rapport à la flexibilité.
Pour nous, il est hors de question de recruter quelqu'un s'il ne correspond pas, juste parce qu'il est en situation de handicap. On sait très bien que l'entreprise a besoin de talents et le recrutement, il est fondamental. Il faut s'entourer des bonnes personnes. Donc simplement, cette flexibilité, comme l'a dit Rania, c'est vrai que le diplôme, on a tendance en France à avoir cette exigence-là, alors que nous on voit qu'il y a des gens qui sont autodidactes. Hein. Moi, j'ai rencontré plusieurs personnes dans ma vie professionnelle qui avec un niveau bac, qui vont dépasser en connaissances et en compétences des gens qui ont un bac plus 5. Et c'est juste parce que la personne, elle a un engagement, parce qu'on peut se former. On peut se former quand on a envie. Donc pour moi, le plus important, c'est de recruter une personne, une personnalité qui a des qualités, des valeurs, et puis évidemment, il faut qu'il y ait un minimum de connaissances, un minimum de compétences. Mais la compétence s'acquiert. C'est pour ça que l'alternance existe. Et c'est un véritable levier. Donc juste de rester ouvert. Le sens de la flexibilité, c'est de ne pas être rigide par rapport à un besoin précis d'un poste. Des fois la solution, elle est comme on dit, out of the box. C'est peut-être au niveau de peut-être le poste, je l'avais imaginé comme ça, je peux peut-être l'imaginer autrement et réorganiser un petit peu l'équipe, mais il faut qu'au final le travail global soit fait. Juste peut-être le répartir différemment pour que la personne, puisque c'est une personne qui a les valeurs, qui a l'engagement, qui a l'envie, la motivation, et elle va faire le boulot que vous allez lui confier. Mais peut-être que son handicap l'empêche de faire une partie du poste tel qu'il a été imaginé au départ. C'est ça le sens de la flexibilité. C'est tout. Merci Redouane Benani pour cette intervention. Donc on comprendra qu'il faut demander que les employeurs soient pas rigides et prennent le temps éventuellement, y compris sur la répartition de la charge de travail, et de regarder aussi des profils qui ne sont pas forcément bac plus 5 comme vous le dites, et peut-être regarder aussi à des niveaux inférieurs, et la formation, vous en parliez Christine Blanc-Michelin, vous avez une politique d'alternance très poussée. La formation peut être aussi une solution à cette question de compétences. Alors je regarde l'heure, hein, parce que je dis toujours, vous êtes tous des passionnés, et à gérer le temps, il faut le gérer, et vous me compliquez, vous ne facilitez pas la tâche. Il est moins 10, on a dit qu'on finissait à 15h. Juste Christine Blanc-Michelin, une nouvelle réglementation avec un nouvel affichage. Hein. Le taux d'emploi, c'est de l'emploi direct. Donc, ça veut dire que déjà, en termes de taux, peut-être que l'affichage est moins important au niveau d'Enedis. Mais est-ce que ça va booster? Alors, c'est vrai qu'on est en pleine crise sanitaire, et je ne sais pas si on peut mesurer aujourd'hui l'application de cette nouvelle loi qui a été promulguée et qui s'applique depuis le 1er janvier. Mais est-ce que, pour Enedis, ça va booster le recrutement de chercheurs d'emploi handicapés? En tout cas, la nouvelle réglementation, justement avec les expérimentations EATT, c'est des tremplins. Là-dessus, va certainement, c'est des leviers supplémentaires pour nous, donc qui sont absolument les bienvenus. La crise sanitaire jusqu'à présent n'a pas eu d'impact sur les objectifs qu'on s'était fixés de recrutement pour cette année de personnes en situation de handicap. C'était une cinquantaine, et on les fait. Donc, comme quoi, pour moi, dès lors qu'on recrute, ça marchait malgré la crise sanitaire. Tous les leviers sont bons à prendre, et voilà, il vaut mieux que cette crise sanitaire soit arrivée au début du 3e millénaire qu'il y a 20 ans. Je pense où les conséquences, l'impact économique aurait été encore plus grave. Et nous, effectivement, on est retombé de facto en dessous du taux de 6%, du fait de... Mais on a toujours axé, nous, notre politique emploi, majoritairement sur l'emploi direct, hein, qui est quand même à 4,7 à fin 2019. Et donc, pour nous, il n'y a pas de... Il n'y a pas de différence. On a doublé notre population en situation de handicap en 10 ans.
et d'une manière très régulière et on va continuer notre route et on espère bien atteindre ces nouveaux 6%, si j'ose dire, à la fin de notre dernier accord agréé qui débutera en janvier 2021. Merci Christine Morbichland de ces propos. Je reviendrai vers vous une dernière fois, ce sera pour le mot de conclusion juste avant 15 heures. Il nous reste 7 minutes, pas beaucoup de temps, 8 minutes. À Rania et à Redouane, Rania, est-ce que votre activité a été impactée ou est-ce que vous êtes à côté d'autres réseaux comme les Cap Emploi, comme Pôle Emploi, qui sont là pour faciliter l'accès à l'emploi des chercheurs d'emploi? Est-ce que au contraire, vous développez vous-même? Alors, est-ce qu'on a été impacté? Oui. Oui, je pense comme beaucoup d'entreprises, puisque beaucoup d'entreprises ont, alors pas forcément annulé leur recrutement, mais gelé, parce que la période est un petit peu incertaine. On y va, on n'y va plus, on ne sait pas. Bon, on est un petit peu plutôt sur une tendance où on préfère privilégier la sécurité. Sur ce deuxième confinement, beaucoup moins en tout cas, on le sent beaucoup moins. Alors oui, par contre, on a derrière d'autres demandes qui se créent. On a des demandes qui concernent des aides sur de la reconnaissance en déclaration, des aides à la déclaration en reconnaissance en interne sur le statut RQTH. On nous demande de l'accompagnement aussi sur la sensibilisation des équipes, puisque du coup, à défaut de recruter, l'idée est quand même de continuer à travailler sur la sensibilisation des équipes. On nous demande aussi d'intervenir sur les salons en ligne que Redouane connaît bien, du coup. Donc, on a eu aussi cette année un fort taux de participation sur ces salons en ligne. Donc, oui, on a été impacté comme beaucoup d'entreprises, mais par contre, c'est vrai que l'intérêt est toujours là et on a eu des demandes un petit peu différentes qui sont des demandes qui nous ont été envoyées. Mais rien de dramatique. Merci Rania. Redouane Benani, Rania vient de le préciser, vous m'entendez bien? Oui. En fait, l'activité vous êtes des professionnels. Juste Redouane, donc allez-y. Redouane lit mes questions, mais ça c'est la complicité qui nous unit depuis quelques années. Redouane, allez-y. Juste par rapport à la question concernant la crise sanitaire, en fait, on a été faiblement impacté parce que il y a quelques employeurs qui sont dans des secteurs où ils étaient vraiment impactés, comme la restauration, comme le retail, en fait, tous ceux qui étaient obligés un peu de fermer pendant les différents confinements. Donc là, il y a eu quand même un ralentissement, mais ça représente quand même une faible proportion des employeurs avec qui nous travaillons. Donc ça a continué, on a eu même des demandes différentes qu'on a eues du fait de la crise. Donc pour nous, pas d'impact, pas d'impact économique. Maintenant, voilà, ce que je peux dire, c'est que recruter dans un contexte de handicap, c'est quand même un énorme travail de préparation, un travail de longue haleine qui doit être récurrent, etc. Donc arrêter, c'est un peu freiner une énorme machine et stopper un élan. Donc ça veut dire que par la suite, pour reprendre, ça va prendre du temps. Donc voilà, moi je déconseille les employeurs qui, même si ils n'ont pas de poste, il faut anticiper, il faut rester à l'écoute, constituer un vivier, parce que c'est important d'être réactif dans sa façon de recruter, parce que quand on a un besoin, souvent pour trouver le bon candidat, il faut du temps. Et si on a déjà anticipé, on a un vivier qu'on a qualifié, c'est-à-dire des candidats qu'on a sélectionnés parce qu'on a trouvé qu'ils ont le bon savoir-faire et la bonne qualité, on peut les contacter très rapidement. Donc non, pas d'impact. Après, nous, par rapport à tous
tous les problèmes qu'on a cités liés à cette difficulté de recrutement, etc. Nous, notre façon de travailler, c'est d'être dans une démarche ultra ciblée, ultra qualitative, parce que c'est ça qui nous permet vraiment de fournir des bons résultats et une satisfaction à nos employeurs. On essaie vraiment d'accompagner. L'accompagnement est un besoin très très fort pour que ça fonctionne. Sensibiliser, former. Voilà. Merci Redouane Benani. Merci Redouane. Et je regarde l'heure, il est 56 et je voudrais vous demander un mot de conclusion que je demande à tous les intervenants qui participent aux conférences que j'anime. En tout cas, merci de vos interventions. Est-ce que si vous aviez un vœu le plus cher à formuler à l'aube de cette année 2021, quel serait-il? Christine Blanc-Michelin, je commence par vous comme je l'ai fait en introduction. Écoutez, mon vœu le plus cher par rapport au sujet qui nous a occupés durant cette heure, c'est de pouvoir encore contribuer à l'accès à l'emploi de chercheurs, de plein de chercheurs d'emploi en situation de handicap dans notre belle entreprise ou dans le secteur du travail protégé et adapté grâce à nos achats. Je pense que c'est important. Et je finis en disant qu'effectivement, on contribue aussi à la montée en qualification de ces chercheurs d'emploi parce que c'est important pouvoir les amener au beau niveau de qualification et de compétences. Voilà, plein d'emplois pour les personnes en situation de handicap en 2021. Merci beaucoup, Christine Blanc-Michelin. Rania Aigle-Blalen, votre vœu le plus cher. Alors, restons sur le sujet qui nous intéresse. Oui. S'il vous plaît. Alors, oui, moi j'ai envie de dire une société au sens large encore plus inclusive, c'est très important. Et quand on parle plus particulièrement du handicap, j'ai vraiment envie que le regard que certains peuvent porter sur le handicap change. Et une chose qu'il ne faut absolument pas oublier, que je dis souvent, c'est qu'on ne naît pas. Alors, ce n'est pas la grande majorité des gens qui naissent avec un handicap, on le devient. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue, c'est très important. Merci Rania Aigle-Blalen. Jean-Michel Guitoni, est-ce qu'il a pu nous rejoindre avec ses soucis de connexion? Oui, aujourd'hui, oui. Il y a les autoroutes, parfois ça bloque, mais là, c'est l'autoroute de l'Internet. Oui, super. Non, mais Jean-Michel, votre vœu le plus cher, pareil, sur le sujet qui nous intéresse, puisque Christine Blanc-Michelin a cerné un peu le périmètre de ses vœux. C'est de dire que voilà, dans la boîte à outils de la recherche d'emploi et de la solution, en tout cas, à trouver pour les personnes en situation de handicap de retour à l'emploi, qu'on puisse encore la développer. Alors, mon vœu le plus cher, ce serait d'être au chômage. Ça veut dire qu'on a plus de travailleurs handicapés en recherche d'emploi, donc ce serait magnifique. Je ferai autre chose, mais c'est vrai que sur les Hauts-de-France, il y en a 53 000, donc ça en fait un petit peu. Nous, on fait avec 500 par an. Et c'est de développer encore d'autres solutions. Ça ne peut se faire que si on travaille ensemble. Enfin, ça, c'est notre avis. Et puis dans la proactivité, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il n'y a pas d'offre d'emploi pourvue, en tout cas diffusée, qu'elle n'existe pas. Et preuve en est, quand on travaille c'est-à-dire en promotion de profil, on a parfois des belles surprises avec des beaux retours à l'emploi et des beaux parcours. Il est 15h, je vais demander un mot. Alors, j'ai dépassé exceptionnellement, c'est la première conférence où je déborde et vous m'en excuserez, mais c'est vraiment la première. Redouane Benani, alors j'ai bien écouté et je conclurai cette table ronde. Redouane Benani, un vœu. Mon vœu le plus cher, c'est d'être le plus utile possible à l'emploi de manière générale et à l'emploi particulièrement des travailleurs handicapés. C'est pour ça qu'on est vraiment très très engagé. On essaie de faire un travail de qualité, on est disponible. Et voilà, donc c'est vraiment d'être le plus utile et de contribuer le plus possible à l'emploi et au progrès. Merci à vous quatre. Alors je rappelle, merci à vous quatre, et je retiens vos vœux. Et pour être au chômage, Jean-Michel Guitoni, c'était déjà en 1976, c'était le plan Barre quand il y avait 500 000 demandeurs d'emploi. Donc on a encore un peu
on va vous laisser travailler, continuer à progresser et à apporter des solutions. Alors, merci à Christine Blanc-Michelan d'avoir été la représentante des entreprises et de ce mot de chercheur d'emploi que pour ma foi, je m'approprie aujourd'hui. Merci à nos trois organisations qui sont vraiment des pépites et que vous pourrez retrouver, d'ailleurs tous les quatre, vous pouvez les retrouver sur HandiAchat. N'hésitez pas à retrouver Christine Blanc-Michelan. Il y a du contrat à Enedis, donc pour les chercheurs d'emploi, c'est maintenant. Et retrouver nos trois intervenants qui proposent des solutions, toutes les unes si différentes mais si complémentaires pour outiller les entreprises et pour aider les entreprises à être plus efficaces. Merci à vous quatre et on vous retrouve sur vos stands, sur HandiAchat. Merci à vous. Beaucoup. Merci beaucoup. À très vite et à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Redouane, tu restes en ligne si tu veux bien, s'il te plaît. C'est bien. Là, c'était hors caméra, mais tout le monde a entendu.